Merci Madame de Sachy. Donc je vous remercie aussi. Je remercie aussi Madame Parmentier, bien sûr, qui a beaucoup œuvré à la mise en place de cette exposition. Et puis Philippe Segondi, qui est aussi très actif dans l'organisation des événements comme celui d'aujourd'hui. Donc en effet, cette exposition, elle tourne depuis quelques années, et notamment grâce aussi à Xavier Espinasse, qui est ici, qui est le descendant de Bertillon, hein, puisqu'il gère le service qui a été créé par Bertillon en 1893. Et puis, alors là, on a un autre spécialiste qui est Amos Frappa, qui lui est spécialiste d'Edmond Locard, il va vous en parler. Initialement disciple de Bertillon, mais qui peut-être à une période a voulu tuer le père, au moins symboliquement. Donc tu nous expliqueras ça. Et puis Monsieur Moati, qui est lui un grand spécialiste de Jack l'Éventreur, donc il va vous raconter des histoires sordides et impressionnantes. J'espère que les images seront visibles par tous. Donc on va commencer sur Bertillon. Donc mon intervention, en effet, fait un peu le pendant de l'exposition que vous pourrez voir après. Pour essayer d'expliquer comment Alphonse Bertillon, finalement, enfin, à mes yeux, est un des pionniers, un des précurseurs de ce que l'on appelle maintenant la police technique et scientifique. Alors Alphonse Bertillon, le voici. Alors vous allez voir qu'il aime bien se prendre en photo, hein. Bertillon, il se prend en photo à différentes époques. Alphonse Bertillon est issu d'une famille de scientifiques. Mais disons, c'est un peu celui qui ne réussit pas trop dans la famille, hein, puisqu'il a un père assez illustre, des frères aussi illustres, notamment un frère qui fonde la société de statistique de la ville de Paris, il a un autre frère médecin, etc. Et lui se cherche un peu, il fait quelques études de médecine, mais pas très longtemps, il est assez turbulent à l'école. Et finalement, c'est son père qui va le faire, son père qui a été notamment maire du 5e arrondissement de Paris, qui va le faire entrer à la préfecture de police de Paris comme commis aux écritures, c'est-à-dire la personne qui classe et qui range les fiches des prévenus que la police arrête. Donc il essaye de signaliser les prévenus, et puis il s'aperçoit que les méthodes déployé par la police. Alors oui, situons un peu quand même l'époque, hein. Bertillon, c'est 1853, sa date de naissance 1914, et il va rentrer à la préfecture de police dans les années 1870. Donc là, il s'aperçoit que le système d'identification de la police est très peu fiable, et donc il va apporter une solution, un remède à ce problème, qui va fonctionner, on va le voir, et ensuite il va le parfaire, et puis il va essayer de développer un peu son système qui repose sur l'exploitation des traces et des indices à d'autres fins, notamment sur la scène de crime. Alors on va essayer de voir tout ça de manière très logique, hein. J'ai fait les études de droit, donc on m'a dit tu fais tout le temps des plans en 3 parties, avec ensuite des sous-parties en 3 parties, etc. Donc tout d'abord la question de l'identification, comment identifier les personnes avec précision, avec exactitude, hein, c'est la grande question que se pose Bertillon. Le deuxième point, ce sera l'enjeu de la professionnalisation de la police à travers le bertillonnage, et puis ce que j'appelle une nouvelle police des identités, c'est-à-dire plus précisément comment aussi le bertillonnage est de plus en plus employé à des fins de contrôle social, on verra. Alors voilà mes 3 sous-parties. Donc tout d'abord la nécessité de rompre avec les agissements du passé, ensuite la méthode de Bertillon qui consiste à faire un peu parler les corps en douceur, et puis le développement de la logique de l'indice. On va essayer de voir ça en images, puisque vous allez voir, hein, Bertillon développe beaucoup, une iconographie foisonnante, très très riche, ce qui permet d'illustrer le propos. Alors, quand Bertillon arrive à la préfecture de police de Paris, on a en effet des pouvoirs publics qui ont beaucoup de mal à identifier les individus pour plusieurs raisons. D'une part, parce que l'état civil est très, très mal organisé, très peu fiable. D'autre part, parce qu'on a des papiers d'identité, comme le passeport à l'intérieur, le livret ouvrier qui existe, hein, et qui cible certaines catégories d'individus, mais vous voyez, dont les signalements sont plutôt rédigés de manière très, très aléatoire. Il faut que je mette mes lunettes, mais on peut lire cheveux châtains, qu'est-ce qu'on a d'autre, voilà, nez moyen, visage ovale, ça s'applique à peu près à la moitié des personnes ici qui sont dans la salle. Vous voyez, un vocabulaire qui est très peu fiable. Ajoutons à cela que les papiers, vous voyez, sont des papiers qui ne sont pas sécurisés, donc on peut aussi falsifier les écritures, etc. Donc il y a un vrai problème de ce point de vue-là au niveau des instruments d'identification.
on a aussi, là c'est aussi intéressant, on a par exemple les policiers, vous voyez, qui à la descente des voitures cellulaires, qui apportent quotidiennement les individus qui passent par le dépôt à des fins d'identification et puis qui vont ensuite peut-être être présentés à un juge. On a des policiers qui essayent de reconnaître, alors ils sont masqués, ce qui fait d'ailleurs écho à des enjeux. Voilà, est-ce qu'on peut dévoiler des enjeux très actuels, hein, est-ce qu'on peut filmer les policiers, tout ça. Là, ils sont masqués, les policiers, pour qu'on ne les reconnaisse pas. Mais eux essayent de reconnaître de visu, comme ça, des individus qu'ils auraient pu croiser par ailleurs. On a aussi les premiers usages de la photographie. La préfecture de police de Paris se dote d'un petit atelier photographique au début des années 1870, mais vous voyez que le protocole, là on le voit à l'image, n'est encore pas très stabilisé. On a un prévenu qui se débat. Bon, l'appareil photo n'a pas l'air très stable non plus, un peu bancal. Et donc, en général, on produit des clichés qui sont plutôt de nature artistique et qui n'ont rien à voir avec ce que va faire ensuite Bertillon. Et puis, il y a tout un tas de subterfuges qu'utilise la police, notamment la marinade. L'individu qui ne veut pas avouer sa véritable identité, on le laisse mariner dans une cellule en prison, en détention préventive. On l'affuble d'un mouton. Un mouton, bon, c'est pas l'animal, bien sûr, c'est un autre prévenu à qui on promet une remise de peine éventuellement pour qu'il extorque des confessions sur la personne, voire quelquefois c'est un policier qui se fait passer pour un prévenu. Donc on a tout un tas de ruses comme ça qui sont utilisées par la police. Alors Bertillon, lui, vous allez voir que sa méthode est tout à fait différente. Avec lui, la police entre dans la voie de la science et de la technique. Avec l'idée, on pourrait faire ici l'expérience, ce serait peut-être un peu long, on est un peu nombreux, l'idée que l'identité peut se déduire du corps. C'est-à-dire qu'on a tous des mensurations différentes, si on mesure nos pieds, l'envergure de nos bras, la taille de la coudée, largeur de la tête, etc. On ne trouve pas deux individus identiques. Et donc vous voyez tout le protocole ici, vous voyez à l'écran, tout le protocole que ça suppose, que Bertillon met en place. Donc ça suppose des instruments nouveaux, ça suppose une emprise sur les corps aussi. Donc là on est un peu dans le pouvoir disciplinaire, un peu à la Michel Foucault. Ça suppose un lieu aussi que Bertillon va aménager. Et vous retrouverez en grande partie tout cela dans l'exposition en bas. Il y a les objets, notamment la toise qui vient de ton service, Xavier, les instruments de mensuration, des meubles aussi, vous voyez, des postures particulières. Donc c'est le pouvoir qui s'impose aussi en rendant les corps dociles et en s'appropriant les corps. Et bien sûr, Bertillon, vous voyez, aussi théorise tout cela. Il publie, vous avez les publications dans l'expo, il explique son système par le menu. Après l'anthropométrie judiciaire, la mesure du corps, Bertillon se rend compte aussi que la photographie peut être utilisée plus utilement qu'auparavant à des fins d'identification des personnes. Et donc, l'obsession de Bertillon, c'est de produire des clichés normalisés, vous voyez, face-profil. Face, parce que Bertillon se dit que c'est toujours bien dans les enquêtes policières de présenter une photographie de face à des témoins qui peuvent reconnaître la personne. Et puis profil, on va le voir, parce que le profil met en évidence tout un tas de caractéristiques de l'individu, forme du nez, forme du front, forme du menton, etc., qui peuvent être utiles à des fins de reconnaissance et d'identification quand on a l'individu devant soi. Alors pour produire des clichés normalisés comme cela, il faut aussi tout un appareillage que développe Bertillon. Donc ça passe de la chaise de pose aux appareils photographiques, aux objectifs, à l'atelier photographique qui va se professionnaliser, on va y revenir. Et donc la photographie, devient avec Bertillon, un des outils privilégiés des procédures d'identification des personnes. Directement lié à la photographie, le signalement descriptif, c'est le troisième pilier du bertillonnage, le signalement descriptif ou portrait parlé, qui consiste cette fois-ci non plus en la description d'un visage, forme ovale, bouche petite, etc., mais qui consiste à travers ici vous le voyez, un vocabulaire extrêmement détaillé que met au point Bertillon, qui est fait d'abréviations notamment, et bien à décrire chaque organe du visage humain de manière quasiment mathématique. Donc les oreilles, bien sûr, que Bertillon rapproche des empreintes digitales, on n'a qu'une oreille, elle est unique, la couleur des yeux, la forme du front, du nez, etc. Donc tout cela est décrit de manière extrêmement précise et permet donc un signalement très précis qui, quasiment à coup sûr, permet de reconnaître un individu. À tel point qu'un policier qui
qui apprend ce signalement, ce vocabulaire, est capable de reconnaître, à travers ce seul signalement, un individu dans la rue qu'il n'aurait jamais vu auparavant. Donc là, on est au-delà de l'identification, on est déjà dans la question de la surveillance dans l'espace public, hein, puisque finalement, le policier peut reconnaître quelqu'un, il joue un peu le rôle de la caméra de vidéosurveillance ou de protection, et il peut, comme ça, dans une foule, reconnaître un individu à travers son seul signalement. Et puis le quatrième pilier, les stigmates. On a tous sur notre corps des stigmates particuliers. Bertillon s'en aperçoit et il considère que ce sont des éléments supplémentaires d'identification. Donc ça va des tatouages, auxquels c'est peut-être intéressé aussi Loca un peu, les grains de beauté, les cicatrices, etc. Et puis un magnifique album que vous voyez ici à votre droite. C'est un album des stigmates de la main, il y en a 2 exemplaires, hein. Il y en a un aux archives de la préfecture de police de Paris et un dans le service de l'identité judiciaire. Bertillon s'amuse à relever les stigmates de la main des ouvriers. Le fait de manier un outil quotidiennement engendre justement des stigmates, des durillons, des signes particuliers sur la main. Et Bertillon se dit que ça peut être intéressant pour identifier les individus, notamment les cadavres inconnus, hein, sur lesquels on retrouvera des stigmates particuliers. On sait que l'individu exerçait tel métier, et donc ça oriente les enquêtes policières. Donc voilà, on a les 4 piliers du bertillonnage qui permettent maintenant à la police d'avoir, disons, à la fois des savoirs et des dispositifs permettant d'identifier quasiment à coup sûr les individus. Alors une fois qu'il a fait ça, c'est-à-dire l'identification des individus par des traces, des signes qui sont visibles ou décelables et analysables à même le corps, Bertillon, alors là on est au tournant du XXe siècle, va avoir l'idée qu'on peut aussi exploiter des traces sur les scènes de crime. Cette fois-ci, non plus pour identifier un individu, c'est-à-dire lui affubler une identité certaine, mais identifier un individu qui aurait commis un acte répréhensible, c'est-à-dire remonter de la trace jusqu'à l'auteur d'une infraction ou d'un crime. Une infraction, ça peut être un cambriolage, un crime ou tentative d'homicide. Et donc il va de plus en plus systématiquement analyser la correspondance qui peut être établie entre des traces retrouvées à un endroit et une empreinte. Par exemple, on trouve une trace digitale et on a l'individu. Est-ce que son empreinte digitale correspond à la trace que l'on retrouve sur la scène de crime ? Vous allez voir aussi une affaire assez exceptionnelle en Algérie, on est passé tout à l'heure. Est-ce qu'une trace de pied ensanglantée correspond à finalement l'empreinte du pied d'un individu? On peut comparer comme ça beaucoup de choses. Et donc là, vous avez les premiers... vous voyez, on a des images sur les premiers relevés de traces, analyse de traces et d'empreintes. Bertillon joue un rôle important en la matière. Puis Locard développera ça par la suite, bien sûr. Une des fameuses affaires, c'est bien sûr l'affaire Schaeffer, dans laquelle Bertillon confond pour la première fois un criminel non présent sur le lieu de son crime, justement en comparant traces et empreintes. Alors il demeure un petit mystère sur l'affaire Schaeffer, c'est comment est-ce qu'il a pu établir ce lien entre traces et empreintes, dans la mesure où il ne classe pas ses fiches par les empreintes digitales. Il n'a pas de classement dactyloscopique. Bertillon dira qu'il n'avait encore pas beaucoup de fiches, il a commencé à mettre les empreintes digitales, vous voyez là sur la fiche de Schaeffer, à partir de 1894, et Bertillon dira qu'il a fait ses fiches une par une pour comparer traces et empreintes. Vous voyez ici la comparaison des traces et des empreintes. Il est plus probable que l'enquête de police ait suspecté Schaeffer et qu'ensuite Bertillon soit allé voir dans son fichier s'il n'y avait pas une fiche au nom de Schaeffer. Bon, ça demeure un mystère, mais en tout cas, il est considéré comme le premier à avoir identifié un individu non présent sur le lieu du crime en comparant traces et empreintes digitales. Et puis, bien sûr, vous le verrez dans l'expo aussi, il joue un rôle important dans la gestion de scènes de crime à travers le développement notamment de la photographie métrique, c'est-à-dire figer la scène de crime par la photographie, pour essayer aussi d'y voir, d'y révéler des traces, des indices qui sont importants pour voir comment le meurtre s'est déroulé. Et puis ensuite, donc ces photographies métriques qui sont encadrées permettent de passer de la photographie au plan. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les enquêtes, pour le déroulé du crime. Donc c'est non seulement intéressant pour les enquêtes, mais c'est aussi intéressant ensuite pour les magistrats, pour les juges, lorsqu'ils veulent éventuellement reconstituer, une fois que le crime a été effacé, s'ils veulent reconstituer ensuite la scène de crime, on se sert des photographies de Bertillon pour les remettre à l'identique.
Donc ici, un rôle aussi important, vous voyez, dans un domaine un peu particulier, qui est celui de la gestion de scènes de crime. Alors ce sont des techniques, Xavier en parlera, qu'on utilise toujours, hein, sous une forme modernisée, bien sûr, mais qui ont été, en tout cas au niveau théorique du savoir, mises en place diffusées par Bertillon. Pareil, la logique indiciaire s'applique au cambriolage, avec l'idée qu'à une trace d'outil correspond une empreinte d'outil. Hein, si vous forcez une porte avec un outil, l'outil va laisser une trace et il laissera une trace singulière. Donc Bertillon essaye de rapprocher aussi, il résout des affaires comme ça, traces et empreintes d'outils. Et vous voyez, il fait des moulages, de la galvanoplastie notamment, et il est très actif aussi en la matière, et donc on s'aperçoit que les affaires sont désormais résolues en s'intéressant à l'infime, hein, à l'infiniment petit, à l'infinitésimal. Alors la question de la professionnalisation policière, le deuxième point, donc des pratiques qui sont de plus en plus efficacement organisées. Ensuite, les instruments, la dimension technique de la police technique et scientifique est très importante. Et puis, ce qui se joue aussi à travers le bertillonnage, c'est quand même l'image de la police, hein, l'idée d'imposer l'idée d'une police qui serait désormais scientifique, moderne. Alors, des lieux que Xavier connaît bien, hein, le service de l'identité judiciaire, ex-service de l'identité judiciaire, quai de l'Horloge. Donc, c'est là que Bertillon va commencer progressivement à développer ces méthodes et ces instruments. Alors initialement un petit bureau d'identité, 1882, ensuite un service d'identification, 1888, et puis ensuite le premier service de l'identité judiciaire au monde, hein, 1893, créé donc tout proche du dépôt et du palais de justice, donc quelque chose de central, ce qui incarne aussi la puissance de l'État, c'est-à-dire l'État français très centralisateur. Alors vous voyez que tout est méthodiquement organisé, pensé, pour que les pratiques du bertillonnage s'appliquent avec efficacité et efficience. Donc ça passe par l'aménagement notamment d'un atelier photographique, vous voyez, sous les verrières du palais de justice. Alors Bertillon est assez soucieux des deniers publics, donc il va faire construire à moindre coût cet atelier par la main-d'œuvre pénale, donc ça c'est assez intéressant. Et puis vous voyez un atelier photographique qui... donc en fait, il fait construire par ceux qu'il va afficher, donc voilà, ou qu'il affichait. Et puis, oui, quelque chose qui devient de plus en plus professionnel. On a des images de l'atelier initialement en 1888, puis vous voyez que ça se développe avec tout un appareillage, tout un outillage extrêmement perfectionné. Et puis des petits laboratoires aussi spécialisés, notamment un petit laboratoire qu'il va créer pour analyser les traces et les empreintes digitales. Alors des techniques aussi et des instruments qui sont innovants. Alors ça va, vous voyez, des meubles. Hein, alors tout est pensé par Bertillon. Tout est pensé par Bertillon. Tout est théorisé dans ses publications. Des instruments, des compas pour mesurer, des pieds à coulisses, etc. Donc c'est non seulement pensé par Bertillon, et puis aussi il passe, donc ça c'est assez novateur je trouve d'un point de vue policier, il va faire fabriquer ces instruments par des sociétés privées. Notamment aussi les appareils photographiques. Donc il a le souci de diffuser sa méthode le plus largement et il passe par le privé pour faire fabriquer ces objets. Alors parmi bien sûr les instruments peut-être les plus importants, vous en verrez quelques exemplaires, des originaux dans l'exposition, il y a la fiche parisienne, hein, la fiche de Bertillon, qui fait à peu près 14,5 cm sur 14,5 et sur laquelle sont concentrées l'ensemble des informations qu'il recueille, qu'il collecte sur chacune des personnes qu'il fait passer au bertillonnage. Donc vous voyez, on a la photographie face-profil, on a le signalement très détaillé, on a bien évidemment progressivement les empreintes digitales, et le motif de l'arrestation, l'état civil déclaré par la personne, etc. Et puis, comme vous le constatez, des fichiers de plus en plus gigantesques, alimentés par ces fiches. Sans doute, enfin, on a du mal à estimer, mais peut-être quelques millions de personnes de fichiers à la mort de Bertillon en 1914. Et donc, c'est la massification du fichage policier à des fins d'identification des personnes. Alors Bertillon d'ailleurs met en avant l'idée que désormais, grâce à ces nouvelles techniques, c'est peut-être le comportement des délinquants qui va se transformer, parce que quand ils auront pris conscience que la police les rend transparents
en connaissant tous deux à travers le fichage, et qu'à coup sûr, s'ils commettent un méfait, ils vont être arrêtés et châtiés, peut-être qu'ils vont être amenés à changer de comportement. Donc il y a peut-être ce vieux fantasme que par la technique, on peut transformer, modifier les comportements individuels. Alors parmi les techniques, aussi tout un tas d'appareillages photographiques, vous en verrez quelques-uns dans l'exposition aussi. Des appareils photographiques, vous voyez, pour identifier les cadavres, sans bouger les cadavres, sans polluer la scène de crime. Des appareils photographiques aussi pour faire des agrandissements photographiques de certains objets sur lesquels on peut révéler des traces et des indices qui seraient invisibles ou peu visibles à l'œil nu. Donc il a constamment ce souci d'innover. Et aussi, vous voyez, des appareils photographiques à des fins d'agrandissement des lettres, des écritures. Et bien évidemment, enfin, il y a toute une partie de l'exposition qui est consacrée à cela. L'intervention de Bertillon dans l'affaire Dreyfus. Hein, c'est lui qui va expertiser le bordereau. Et bon, il va se tromper dans son expertise. On va ensuite l'accuser de tous les maux, d'être antisémite, d'être un fou, d'être un faux scientifique, etc. Donc Bertillon essaie d'investir cet aspect-là qui n'était pas encore développé, ce qu'il appelle, lui, l'identification graphique. Mais il va, disons, commettre une grosse erreur en la matière, ce qui va lui jouer des tours. Tout est bien expliqué dans l'exposition, on pourrait y revenir si vous voulez. Mais c'est aussi un autre champ d'expertise qu'il développe. En matière aussi, on peut mentionner ça, en matière disons, de collecte et de transport d'objets sur lesquels on trouve des traces, l'idée c'est de ne pas polluer ces objets. L'idée c'est de ne pas casser ces objets. Par exemple, vous trouvez une trace digitale sur une bouteille en verre, hein, il ne faut pas casser la bouteille, il ne faut pas y apposer ses propres empreintes dessus. Donc il développe notamment la bertillonne, hein, cette malle qui permet de transporter des objets comme ça importants dans les enquêtes, de la scène de crime ou d'infraction jusqu'au laboratoire à des fins d'analyse. On a le dynamomètre d'effraction, donc là on ne sait pas trop si ça fonctionne, mais ce qui est intéressant, c'est que Bertillon le valorise quand même dans la presse. Une machine qui est censée pouvoir permettre la mesure de la force qu'on a exercée pour briser une porte ou une fenêtre, et qui permet aussi de conserver le type de trace que produit un instrument. Donc vous voyez, il essaye d'innover. Alors cet instrument a disparu, je crois qu'il a brûlé dans une expo universelle. Alors l'image d'une police moderne aussi, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir de 1895, Bertillon va développer un cours pour diffuser ses méthodes, alors à la fois aux policiers de la préfecture de police de Paris, donc à la fois sur l'anthropométrie et le signalement, à la fois aux policiers nationaux aussi, ceux de la sûreté, à la fois aussi aux gendarmes, à la fois aux magistrats, et puis on a aussi des policiers étrangers qui désormais viennent sur les bancs de l'école pour tout simplement acquérir ce savoir scientifique, technique que diffuse Bertillon. Donc là, qu'est-ce qui se joue? Bien évidemment, c'est l'image de la police. Hein. On n'est plus dans l'image d'un policier comme Vidocq qui va s'imposer par la ruse, la violence, etc., et qui est un peu, disons, englué dans la saleté de la rue. Non, là, on a des policiers de laboratoire qui s'imposent ou qui essayent de s'imposer par la supériorité de leur savoir scientifique et technique, et qui deviennent respectables en costume, on le voit. Alors bien sûr, c'est un processus de professionnalisation, bien sûr, parce que ça suppose l'organisation de cet enseignement, et puis ça passe aussi par la délivrance, vous le voyez, de diplômes qui permettent notamment aux policiers d'obtenir certains postes, de devenir commissaire, etc. Donc c'est tout un processus important que met en place Bertillon de promotion qui passe par l'acquisition et la validation d'un savoir particulier. Alors l'image d'une police moderne, c'est aussi l'idée que Bertillon utilise beaucoup l'iconographie. Vous le voyez, il y a beaucoup d'images pour permettre l'acquisition de son savoir. Son savoir est assez complexe. On a des policiers qui ne le comprennent pas toujours très bien. D'ailleurs, certains disent que ce n'est pas efficace. On a des résistances. Et donc, il utilise beaucoup l'image, vous voyez, notamment sur les murs où l'on enseigne, pour faciliter l'intériorisation par les magistrats et les policiers de ce savoir un peu complexe. Et puis on le voit, des cahiers de policiers, en effet, qui aussi, on colle des images dans les cahiers pour mieux comprendre, pour que l'image permette de mieux comprendre la théorie. Intéressant aussi, un petit musée que crée Bertillon, peut-être l'ancêtre du musée de la préfecture de police de Paris, dans lequel il fait aussi
il donne à voir aux policiers, aux magistrats, les outils, les instruments qu'il a développés. Donc, vous voyez, très soucieux aussi de communiquer à travers l'image. L'image d'une police moderne, on peut aussi l'appréhender un peu autrement, c'est-à-dire les liens qui unissent Bertillon et la presse à grand tirage. À cette époque-là, la presse à grand tirage, chaque jour, sont des quotidiens qui sont tirés à des milliers d'exemplaires. Et Bertillon diffuse énormément d'images, il fait des entretiens, vous voyez, il diffuse lui-même sa fiche anthropométrique dans les journaux. Donc il a ce souci de communiquer pour transformer l'image de la police et se mettre en avant comme étant, disons, à la pointe de la modernité. Et on a notamment, vous voyez l'illustration, qui peut reprendre par exemple une image faite par le service de Bertillon, le service de l'identité judiciaire, pour la transformer et en faire sa une. Donc tout cela aussi contribue à faire connaître au grand public ce qu'est le bertillonnage et à transformer un peu cette image de la police. Alors un autre vecteur important, vous verrez le diplôme qui vient du service de l'identité judiciaire, les expositions universelles. Bertillon participe aux grandes expositions universelles, notamment les expositions parisiennes, mais pas seulement, à Chicago aussi. Et il y expose tout un tas d'instruments, notamment cette grande vitrine rétroéclairée qui maintenant se trouve à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, en tout cas deux volets de cette vitrine, et puis des mannequins en cire, des instruments, et tout un tas d'instruments pour montrer au grand public, des millions de personnes dans les expositions universelles, que la police se transforme. Alors le dernier point, j'espère être à l'heure, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé, une nouvelle police des identités, donc 3 points, singulariser ou catégoriser, ce que j'appelle la figure plurielle du criminel, et puis enfin les débuts d'une coopération policière mondialisée. Vous l'avez bien compris, la photographie notamment est utilisée pour singulariser chacun, c'est-à-dire s'assurer qu'un individu est bien lui-même et qu'il ne correspond qu'à une seule identité. C'est sans doute ce qu'essaye de montrer Bertillon sur les images que vous voyez en bas. On a un Bertillon très jeune qui s'autofiche, et ensuite un Bertillon très vieux qui s'autofiche encore, à plusieurs années d'intervalle. Ce que veut sans doute montrer Bertillon à travers cet autofichage, c'est que malgré le temps qui passe sur nos vies quotidiennes et qui nous fait vieillir, et qui pourrait nous faire croire ce temps passé que l'individu qui se situe à gauche n'est pas le même que l'individu qui se situe à droite, et bien pourtant il y a des caractéristiques que donne à voir l'image, le front, le nez, la bouche, etc., qui permettent de s'assurer que c'est bien le même individu. Et donc que cette méthode, que sa méthode, elle fonctionne. Donc l'idée, vous voyez, de singulariser chacun à travers l'image. Alors par contre ici, vous voyez, on est dans une logique un petit peu différente. C'est-à-dire que ces matériaux sériels, photographiques sériels, on met ensemble des images comme ça d'individus. Si on vous met au milieu, vous serez considéré un peu comme un criminel, quoi. Donc là, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il ne façonne pas autre chose? Est-ce qu'il ne façonne pas par l'image la multitude criminelle? Est-ce qu'il ne crée pas des stéréotypes sur ce que seraient les criminels? Alors, bon, il n'est pas du tout dans ce que fait Lombroso, c'est-à-dire l'utilisation de l'image pour en déduire un atavisme, c'est ce que faisait Cesare Lombroso, c'est-à-dire de dire, voilà, certaines caractéristiques du visage des individus permettent d'en déduire une déviance particulière, mais en tout cas, indéniablement, par l'image, on voit bien que là, il construit quand même, il objective, disons, par ce support qu'est l'image, disons, la multitude criminelle, quoi, ce qu'est le crime dans son ensemble. Alors, la figure plurielle du criminel, pourquoi, c'est peut-être ça, j'aurais peut-être dû en parler d'emblée, pourquoi aussi est-ce que le bertillonnage connaît un grand succès? Le bertillonnage connaît un grand succès parce qu'il y a une loi extrêmement répressive qui est adoptée très tôt par la Troisième République, c'est la loi du 27 mai 1885 sur la relégation. C'est-à-dire que tout individu considéré comme un délinquant récidiviste, qui a commis plusieurs fois des délits, sera relégué, c'est-à-dire essentiellement envoyé au bagne et en Nouvelle-Calédonie. Je vous renvoie là-dessus sur les travaux notamment de l'historien Jean-Lucien Sanchez. Et donc le bertillonnage devient important parce qu'il faut, bien sûr, il ne faut pas envoyer d'innocents au bagne. Il faut bien s'assurer de l'identité d'un individu.
Et il faut être sûr que c'est bien le même individu qui, sous la même identité, a commis plusieurs crimes et plusieurs délits ou délits. Et bien sûr, le petit jeu des délinquants va être d'échapper à cette loi extrêmement sévère et donc de s'affubler de plusieurs identités, c'est-à-dire commettre des délits sous des identités différentes et éviter le cumul des peines. Donc le bertillonnage, vous voyez, permet l'application pratique de cette loi sur la relégation. Mais progressivement, on voit que le bertillonnage va être appliqué à des populations bien plus larges. Vous le voyez à l'écran, notamment à la morgue, pour l'identification des cadavres inconnus. Donc là, je vous renvoie notamment aux travaux de l'historien Bruno Berthera, qui sont très pointus en la matière. L'identification, bien sûr, de tous les détenus dans les centres pénitentiaires, dans les prisons, et notamment les femmes, vous le voyez à l'écran. Et une figure plurielle du criminel aussi, c'est assez intéressant, dont on voit ici à travers la presse qu'on a l'impression que maintenant, il n'y a plus aucun prévenu qui échappe au bertillonnage. Alors il y a une vraie différence avec l'image que l'on voyait tout à l'heure du détenu qui se débattait face à la photographie. Vous le voyez là, ceux qui passent au bertillonnage, finalement, ils ne se débattent plus, ils sont comme résignés. Ils acceptent finalement la supériorité du savoir scientifique auquel peut-être qu'ils sont conscients maintenant, il est difficile d'échapper. Donc ils sont comme résignés, complètement abattus. Donc cette idée que maintenant, plus personne ne peut échapper au bertillonnage et que finalement, de manière très symbolique, cela incarne la victoire de la science, du bien, de la technique sur le mal que représente le crime et le délinquant. C'est ça que donne à voir aussi la presse. Alors cette figure plurielle du criminel, parce que le bertillonnage va être aussi appliqué aux ennemis politiques de la République. Et notamment, vous le voyez à l'écran, le bertillonnage qui sert à l'identification des anarchistes. Les premiers à poser des bombes sur les terrasses parisiennes, notamment, alors Bonneau, puis ensuite Vaillant, Émile Henry, etc. Et donc le Bertillon non seulement identifie ces individus, il relève aussi les traces sur les scènes de crime, et puis, vous le voyez, il diffuse aussi ce qu'on appelle des carnets DKV, des petits documents pour essayer de repérer ces anarchistes, ces ennemis politiques de la République dans l'espace public. Alors, il le fait initialement à la fin du XIXe siècle avec on l'a vu, les premiers anarchistes, mais il le fait ensuite avec ce qu'on appelle les anarchistes en auto, la bande à Bono. Il va jouer aussi un rôle très actif. Alors là, il y a tout un tas de documents très intéressants que vous verrez dans l'exposition, en fichant, en identifiant ces membres de la bande à Bono, en relevant les traces. Vous voyez, là aussi, il y a des relevés de traces palmaires, non pas seulement digitales, mais aussi palmaires. Et donc, il joue un rôle très actif. Il déposera d'ailleurs devant les tribunaux, Bertillon, et ses rapports joueront un rôle important dans le sort qui sera réservé à ces membres de la bande à Bono. Alors, autre population cible, donc vous voyez que ça s'élargit énormément. Il y a aussi, bien évidemment, les populations colonisées. Des ateliers de bertillonnage, des services de bertillonnage sont créés dans pratiquement toutes les colonies françaises. On a le bertillonnage qui est appliqué, vous le voyez ici, en Indochine, mais aussi à Madagascar, en Algérie, en Tunisie, etc. Et globalement à des fins de contrôle social, de ces populations colonisées qui sont toujours suspectées de vouloir se rebeller contre l'ordre colonial. Donc, en effet, là, il est indéniable que le bertillonnage est utilisé quand même à des fins de contrôle social de ces populations. Autre population cible, alors là, la filiation est très claire. La loi du 16 juillet 1912 impose aux tziganes, la catégorie administrative étant celle de nomades, on leur impose un carnet anthropométrique, le carnet anthropométrique des nomades, qui condense pratiquement tous les apports du bertillonnage. Photographie face-profil, signalement rationalisé, empreinte digitale, etc. Et donc on leur impose le port obligatoire de ce document. Et on leur impose aussi le visa, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils changent de commune, ils doivent faire viser leur carnet. Donc ça devient à la fois un instrument d'identification, parce que bien sûr aussi le ministère de l'Intérieur va centraliser toutes ces données, et un instrument de surveillance des déplacements. On sait où ils se déplacent sur le territoire, on trace
on trace leur déplacement pour éviter la trop forte concentration de cette population qu'on juge aussi dangereuse. Dangereuse parce que finalement on les accuse de 3 choses: de ne pas avoir d'identité fixe, de ne pas avoir de domicile fixe et de ne pas avoir de travail. Donc si on n'a pas de travail, on vole, on est un délinquant. Donc en gros, c'est un peu, disons, la figure inverse du bon citoyen qui doit non seulement avoir une identité claire, fixe, qui doit travailler pour s'intégrer à la société et qui, bien sûr, doit être sédentaire. On doit pouvoir le retrouver partout. Alors, les prémices d'une coopération mondialisée en matière de police: le bertillonnage va se diffuser à travers le monde entier. Il va être pris dans énormément de pays. Et donc, vous le voyez ici, on a des traductions de tout un tas de publications de Bertillon en langue étrangère, qui permet cette diffusion mondialisée du bertillonnage. Alors, en italien, en allemand, en espagnol, etc. Et donc, on a énormément de polices qui vont ensuite appliquer le bertillonnage. Vous le voyez ici, en Russie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne notamment. Et donc, on commence à parler d'anthropométrie internationale, finalement, des polices qui parlent la même langue, qui utilisent les mêmes instruments et qui, de plus en plus, vous l'avez deviné, peuvent s'échanger facilement des informations sur les délinquants au sens large. On l'a vu, non seulement délinquants de droit commun, mais aussi anarchistes, tziganes, etc. Donc Bertillon s'en félicite. Vous le voyez ici au milieu, l'extension dans les pays étrangers du bertillonnage. Lorsqu'il y a des expositions universelles, eh bien, Bertillon met en avant ce genre d'informations. Voilà, je suis le cœur des polices du monde. J'ai développé un système qui est appliqué partout à travers le monde. Alors, il va y avoir un petit hic, bien sûr, peut-être que tu en parleras, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais progressivement, on va voir se développer la dactyloscopie, l'identification des individus par les empreintes digitales, et ce qui vient juste après, c'est-à-dire la classification des fiches par les empreintes digitales, ce que refuse de faire Bertillon. Bertillon classe ses fiches par le nom et par l'anthropométrie. Donc progressivement, on va aussi, au début du XXe siècle, voir le bertillonnage être concurrencé de plus en plus par la dactyloscopie. Alors cet enjeu est important parce qu'on a notamment le premier congrès de police judiciaire internationale en 1914 à Monaco, et on discute justement de la possibilité de créer une fiche internationale des malfaiteurs. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme système ? Alors rapidement, alors là, Bertillon vient de mourir, vous voyez, on est en avril 1914, et rapidement, on se dit qu'il serait intéressant quand même de classer cette fiche internationale par les empreintes digitales. C'est plus, alors, déjà parce que la classification par les empreintes digitales permet de remonter d'une trace jusqu'à une fiche qui est classée par la dactyloscopie. Ce qui jouera d'ailleurs des tours à Bertillon, parce que, par exemple, quand Perugia volera la Joconde au musée du Louvre, il avait l'affiche de Perugia qui avait déjà été fichée, il avait les traces digitales, mais il n'a pas le système qui permet de remonter de l'un à l'autre. Donc on décide à cette période-là d'utiliser un système de classification par les empreintes, ce que va développer ensuite Locard, mais on se dit que c'est quand même bien de conserver des choses du bertillonnage importantes, notamment la photographie face-profil, notamment le signalement rationalisé. Donc vous voyez, on discute de tout cela, et c'est intéressant parce que tout cela, c'est les prémices d'Interpol. On est en 1914, la guerre va être déclarée, tout cela ne va pas être appliqué dans un premier temps, mais à partir de 1923 va être créée la Commission internationale de police criminelle, qui est l'ancêtre d'Interpol, et qui va reprendre toutes les discussions pour les formaliser, les mettre en œuvre, tout ce qui avait été discuté à Monaco. Alors, en conclusion, il ne faut pas croire non plus que le bertillonnage n'a pas fait l'objet de critiques. On en mentionne quelques-unes dans l'exposition. Alors, des critiques de différentes natures. On accuse Bertillon d'être un obsédé de la trace ou de l'indice. Alors, quelquefois, on le représente d'ailleurs en train de relever des traces sur la cuvette de toilette. Voilà, on l'accuse aussi de vouloir ficher les populations de manière généralisée. Donc la question, c'est, certes, la police devient plus efficace en ayant des informations de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses, mais est-ce que tout cela n'est pas attentatoire à la liberté ?
est-ce que tout cela n'est pas attentatoire à la vie privée? Finalement, qui protège les citoyens des excès possibles de cette accumulation de données à caractère intime, personnel, par les forces de l'ordre? Donc on a cela comme type de critique. On a bien sûr, est-ce que Bertillon est un vrai ou un faux expert? Donc là, on est renvoyé à l'affaire Dreyfus. Finalement, quelles compétences avait Bertillon pour pouvoir comme ça accuser un innocent lors d'un procès, alors que finalement la graphologie était encore balbutiante? On a aussi un autre type de critique, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, le pilori met en avant que si Bertillon veut vraiment identifier les vrais délinquants et criminels, eh bien qu'il fiche les membres du gouvernement, c'est-à-dire la délinquance en col blanc, hein, qui bizarrement là sont un peu en gilet jaune. Donc voilà, ça fait un clin d'œil à l'actualité. Donc cette idée que peut-être la grande délinquance échappe au bertillonnage, et ça nous renvoie d'ailleurs aussi à des enjeux très actuels. Hein. Il y a en effet des catégories de population qui sont exclus, par exemple, du fichage ADN. Tu nous en parleras peut-être, Xavier. Hein. Donc, certains disent, voilà, le fichage renvoie finalement à des usages de classe, en fait, par la police. Donc, on a tout cela. Et donc, ces critiques vont durablement marquer, disons, le sort qui va être réservé à certains instruments, et je pense notamment à la carte d'identité nationale. C'est-à-dire que le premier préfet à vouloir instaurer la carte nationale d'identité, en s'inspirant du bertillonnage pour sécuriser cette carte d'identité, hein, mettre une photographie normalisée, un signalement qui veut dire quelque chose, etc., c'est le préfet Robert Lelier. Hein, en 1921, il instaure cette première carte d'identité et il s'inspire du bertillonnage pour sécuriser cette carte. Et là, on va avoir un fort mouvement de contestation de la part de la population, notamment la presse ouvrière, qui se mobilise en disant, voilà, est-ce qu'il est bien raisonnable de ficher les honnêtes citoyens, que sont les citoyens, comme les délinquants, comme les criminels? Que fait la police de toutes ces données qu'elle va accumuler dans ces énormes fichiers? Est-ce que la carte d'identité ne va pas devenir un permis de marcher dans la rue? Est-ce que ce n'est pas attentatoire à la liberté d'aller et venir, etc. Donc on a toutes ces problématiques et toute cette opposition très forte qui poussera le préfet Robert Lelier à rendre cette carte d'identité non pas obligatoire mais facultative. Hein, facultative. Donc ici, la pression est importante, hein, pour comprendre pourquoi la première carte nationale d'identité a été facultative. Et ensuite, Vichy va s'emparer de cet instrument pour s'en servir comme d'un instrument répressif, notamment pour réprimer les juifs. Hein. Le même nom est utilisé, carte d'identité de Français, pour réprimer aussi les résistants qui sont alors qualifiés de terroristes. Hein. On va apposer le numéro à 13 chiffres qui est l'ancêtre de notre numéro de sécurité sociale. Sur la carte d'identité, on va distinguer les Français dits de souche des Français naturalisés pour discriminer les Français. Donc vous voyez, cet instrument va devenir un instrument qui servira à la répression du régime de Vichy. Et c'est aussi pourquoi la Libération va réinstaurer la carte d'identité nationale comme étant facultative, et jusqu'à nos jours. Voilà. Et cette histoire, elle va durablement marquer l'histoire de la carte nationale d'identité. Donc vous voyez, on part du bertillonnage, et puis on arrive jusqu'au dernier projet de carte d'identité informatisée ou biométrisée, où il y a toujours ces fortes résistances. Ce que montre bien, vous voyez, les opposants à la biométrie, j'essaie de montrer les opposants à la biométrie, les techniques modernes d'identification, elles s'ancrent dans ce passé lointain. Et ce passé lointain, il nous montre que parfois les autorités ont un peu abusé pour discriminer, catégoriser des catégories de population. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous invite à aller voir l'exposition ensuite. Et puis, je passe, non pas la main, mais la parole à Amos, qui va vous parler de Locard, disciple de Bertillon, qui, lui, va surtout s'orienter vers l'exploitation des traces et des empreintes digitales. Merci beaucoup. Ah, les questions. J'avais oublié les questions. On ne va pas faire circuler. Quand on regarde tous les moyens qui ont été mis en œuvre, on se dit peut-être qu'il n'était pas vraiment seul à mettre en place tous ces moyens de contrôle. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de dire, effectivement, l'amélioration des techniques scientifiques, est-ce que ce n'est pas au détriment, finalement, des enquêtes qui sont faites et c'est aussi l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se dit, la police scientifique va trouver la solution, mais il n'y aura pas d'enquête. Non, ou il y a très peu d'enquêtes,
Finalement, on a l'impression qu'on a progressé effectivement beaucoup dans le domaine scientifique, mais dans le domaine de l'enquête, on a de moins en moins d'enquêteurs. Enfin, c'est l'impression que j'en ai en tant que citoyen. Après, peut-être je me trompe, là. Alors, pour répondre à cette double question, tout d'abord, Bertillon, non, on n'est pas tout seul. L'idée, c'est de montrer qu'il joue un rôle moteur dans ce qu'il impulse, vous l'avez compris, un savoir théorique qui est innovant quand même, des outils, des instruments. Mais c'est pas lui qui fabrique ça tout seul. J'ai dit, il a un service, bien sûr, il constitue des services dans lesquels il y a des employés. Il diffuse aussi ses méthodes dans les établissements pénitentiaires, on le voit dans les colonies. Ces méthodes sont reprises par la sûreté aussi nationale, donc la police nationale. Donc lui, il impulse tout cela, mais bien sûr, il y a tout un système qui se met en place pour reprendre et diffuser son savoir, et vous l'avez bien compris aussi, notamment à l'étranger. Donc il ne fait pas ça tout seul, mais c'est lui qui est quand même à l'origine de tout cela, dans ce qu'il a inventé, dans ce qu'il a pensé et dans les différentes initiatives qu'il prend. Et puis vous avez très bien compris aussi qu'un peu comme le préfet Lépine, c'est un grand communicant, c'est-à-dire qu'il a compris que son système sera d'autant plus repris qu'il est publicisé, et notamment via la presse à grand tirage, qui contribue à rendre accessible et en tout cas à participer aussi à transformer un peu cette image de la police, comme j'essaie de le montrer. Alors sur le lien entre trace et enquête, je pense qu'il faut bien distinguer les deux choses. C'est ce que fait toujours le service de l'identité judiciaire, il ne mène pas les enquêtes, c'est-à-dire qu'il est en relation avec les services enquêteurs, tu me dis, Xavier, si je me trompe, mais les traces qui sont collectées, les indices, tous les éléments matériels servent les enquêtes. Bien sûr, les enquêtes, ça peut être... on interroge les témoins, enquête de voisinage, comme on dit, mais tout ce que relèvent aussi les services sur les scènes de crime peuvent être utilisés pour résoudre les enquêtes. Vous le voyez bien là, avec l'affaire du Grélé, là, qui concerne un petit peu la région. C'est bien des traces qui ont été retrouvées initialement sur une scène de crime, qui ont permis de remonter progressivement, pendant longtemps, ça a pris du temps, mais de remonter jusqu'au criminel. Donc je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a l'enquête classique, traditionnelle, et puis il y a les enquêtes qui s'appuient justement sur l'exploitation de ces traces et des indices. Donc vous avez bien compris qu'ils doivent être relevés de manière correcte, ne pas être pollués, être conservés aussi de manière disons, adéquate pour ne pas être détruites, ces indices, pour ne pas se détruire ou se détériorer. Donc c'est toute une chaîne qui va du prélèvement jusqu'à l'enquête. Donc on a les deux qui sont associés. Mais peut-être, Xavier, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je suis Xavier Espinasse, donc le chef de l'identité judiciaire de Paris. On en reparlera un petit peu plus longuement cet après-midi et je développerai le sujet, mais je voudrais vous ramener à un exemple d'actualité qui répond un petit peu à votre question. Regardez ce qui se passe en ce moment à Paris avec le procès dit du vendredi 13, le procès du Bataclan et des attentats. Qui témoigne ? Les enquêteurs, pas les techniciens de police scientifique. Nous sommes présents à l'audience. Nous avons évidemment fourni énormément de matériel aux enquêteurs. Tout ce qui a été fait en termes de son, d'image, c'est nous qui l'avons fait. Mais nous ne témoignons pas. C'est l'enquêteur qui témoigne. C'est le policier. En l'occurrence de la brigade criminelle, de l'antiterrorisme, mais jamais, très rarement, très exceptionnellement, sur des points techniques, nous témoignons sur ces questions-là. Donc, la réponse à votre question, c'est non. En fait, c'est un savant équilibre au quotidien, mais déjà à cette époque-là. Et la preuve en est, c'est cette ambiguïté qui existe sur l'affaire Schaeffer, qui est la première affaire où un criminel est identifié au monde, la première affaire au monde où un criminel est identifié par ses empreintes digitales alors qu'il est en fuite. Bertillon, et nous-mêmes encore aujourd'hui, nous nous bornons à constater et donc à reporter des faits. Après, moi, je ne les interprète pas. Ce que je peux dire, c'est que sur la vitre du médaillé où on a retrouvé les empreintes, il y a 4 doigts à l'extérieur et un doigt à l'intérieur, ce qui tente à démontrer que le criminel a attrapé le verre alors qu'il était déjà cassé. Mais ça, c'est de la science. Pour le reste, l'interprétation de tout ça, moi, si j'ose dire, c'est pas mon problème. Alors, bien sûr que si, ça l'est.
parce que je suis policier avant tout. Moi, je ne suis pas un scientifique, je suis un policier. Mais ce n'est pas moi qui vais le dire. Donc j'apporte des éléments, de plus en plus d'éléments, des éléments de plus en plus modernes, mais par rapport, et je vous le redirai cet après-midi, par rapport à ce que propose Bertillon, les choses ont très très peu évolué, y compris d'ailleurs dans et même particulièrement dans la mentalité, dans le mode de fonctionnement. Chaque service ne dispose pas de son identité judiciaire. Moi, je suis un service autonome et je rends service, si j'ose dire, à qui me le demande. Et donc, je suis un appoint. Mais en aucun cas, je ne remplace l'enquête. Dans l'affaire du Grêlé, c'est exactement ça. Nous, on s'est précipité sur nos fiches et on a fait comme Bertillon faisait pour l'affaire Schaeffer, parce que c'était avant qu'il y ait des fichiers automatisés. Donc on a sorti nos fiches parisiennes, les vieilles fiches parisiennes, qui dataient des années 80, et on les a prises une par une. Et on est un petit peu vexé parce que c'est l'ADN qui a parlé avant nous, quoi. Enfin, avant les empreintes. Hein. Mais on reparlera aussi de tout ça parce que l'ADN, il y a des choses à en dire. C'est pas forcément aussi excellent que ça a l'air de l'être. C'est pas absolu. Voilà. Et puis il faut bien distinguer aussi quelque chose. Enfin, le fait de retrouver une trace d'un individu sur une scène d'infraction ou de crime ne montre pas qu'il est coupable. Hein. Donc justement, comme dit Xavier, ensuite il y a l'enquête qui... Mais il faut quand même collecter toutes les traces présentes pour savoir qui était là. Donc ensuite, le service enquêteur travaille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention que je trouvais vraiment très riche et intéressante. J'aimerais savoir s'il n'y aurait pas eu des informations, par exemple, qu'Alphonse Bertillon aurait retenues pour ne pas, entre guillemets, se tirer une balle dans le pied. Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans le fait de diffuser dans la grande presse toutes les informations sur son système de fichage, c'est-à-dire s'il explique exactement comment il procède, est-ce que ça ne va pas aussi servir aux criminels, aux futurs criminels? Et j'aimerais aussi savoir s'il n'y a pas une dimension psychologique dans tout cela, ou est-ce qu'elle est complètement absente? Non pas pour dire qu'il aurait pratiqué une nouvelle physiognomonie ou une nouvelle phrénologie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui renverrait à la professionnalisation des sciences de la vie psychique, comme la psychologie, la psychiatrie, etc. Alors oui, sur le fait que les délinquants ou malfaiteurs ou criminels, en effet, se renseignent, et de plus en plus, ce qui va se passer, par exemple, c'est qu'au début du XXe siècle, on va avoir des cas où ils vont mettre des gants pour qu'on ne puisse pas relever leurs empreintes digitales. Donc il y a certains cas comme ça. Après l'affaire Schaeffer, excuse-moi de t'interrompre, les journaux ont titré « Messieurs les assassins portaient des gants ». Certes, mais ça marche toujours. Hein. Le fichier automatisé des empreintes digitales fonctionne parfaitement bien et tout à fait efficace. Donc effectivement, messieurs les assassins portaient des gants. Oui, mais c'est le conseil que je peux leur donner. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas, c'est con. Et il y en a même certains qui provoquent Bertillon, puisque sur une scène de crime, il y en a un qui met des gants et qui écrit « Cherche Bertillon ». Voilà. Donc ça, c'est assez amusant. Et dans la bande à Bono aussi. Oui. Dans l'affaire de la bande à Bono aussi. Oui, il y avait la provocation certains des membres de la bande à Bono envoient leurs empreintes digitales directement en écrivant des lettres provocatrices au préfet de police, au ministre de l'Intérieur et à Bertillon, gaffe Bertillon, et en envoyant leurs empreintes digitales. Donc il y a quelques exemples qui sont reproduits dans l'ouvrage pour montrer qu'en effet, il y a une tentative d'adaptation aussi de la criminalité. Alors ça vaut pour les traces. Après, sur le protocole anthropométrique, on n'a pas tant de résistance que cela. Il y a certaines résistances qui sont, disons, des résistances à forme douce. On a par exemple certains individus qui, lors de la photographie face-profil, vont essayer de changer un peu, faire un clin d'œil ou changer un peu la physionomie de leur visage. On a un cas où en fait des individus, des prévenus qui passaient au dépôt ont essayé de s'échanger leur identité. Hein, voilà, donc un cas comme ça. Mais finalement, le protocole est très strict, très bien organisé. Ça donne peu de place à des possibilités de résistance. Des photos des criminels d'action directe. Les photos anthropométriques d'action directe, vous verrez qu'ils font tous des grimaces. Et puis, la deuxième question, c'était la dimension psychologique par rapport à quoi? Par rapport à Lombroso, c'est ça? Pas forcément par rapport à Gilles Lombroso, mais surtout par rapport à la professionnalisation qu'on constate également dans les sciences de la vie
je suis enseignante, donc je pense que j'ai une voix qui porte bien. Donc je me demandais s'il n'y avait pas aussi des réflexions qu'aurait menées Alphonse Bertillon par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le champ, enfin actuellement de son vivant, dans le domaine des sciences de la vie psychique, donc la psychiatrie, la psychologie. Est-ce qu'il a pu prendre ça en compte avec ses instruments de mesure ou pas du tout? Non, il a des jugements, disons, un peu radicaux sur les délinquants, qu'il appelle la tourbe de la société. Donc voilà. Après, il est surtout influencé par la classification botanique des plantes. Il s'inspire beaucoup de la botanique, la classification, pour classer ses fiches initialement. Il est très... et il a des botanistes dans sa famille, mais disons qu'il est plutôt sciences dures, médecine, hein, c'est ce qui le conduit un peu à développer son système. Mais sur la psychiatrie, la psychologie, j'ai trouvé peu de choses. Je ne sais pas si toi tu as des infos, Amos, mais enfin, il prend position par rapport à Lombroso, surtout, pour dire, voilà, moi je ne fais pas tout cela pour déduire une certaine psychologie des criminels, je fais tout cela pour identifier. Hein. Donc je fais des classes, des catégories, pour être certain de l'identité des personnes, mais je n'en déduis pas une dangerosité ou un atavisme. Ce que fait Lombroso, hein, il utilise la photographie à ses fins. Alors, pour compléter, effectivement, l'élève principal de Cesare Lombroso, Ottolenghi, lorsqu'il fonde à Rome l'école de police scientifique, eh bien, il y a effectivement cet aspect psychologique qui est intégré à la formation vis-à-vis des policiers pour qu'ils comprennent un peu la psychologie criminelle. Mais c'est vrai que la tradition française met de côté cet aspect-là des choses. Donc c'est vraiment du côté italien qu'on va le retrouver, mais pas tellement ailleurs. Parce que je n'ai pas d'autres exemples de pays qui auraient, un peu comme l'Italie, un peu le Brésil peut-être, qui a été un peu influencé, mais sinon c'est plutôt l'Italie qui a été dans cette dose. Oui, il ne se prononce pas. On trouve quelques, disons, jugements à caractère moral, mais il ne se prononce pas globalement sur la psychologie du criminel. Moi, je n'ai pas trouvé, en tout cas, de documents dans les fonds d'archives en la matière.